hein, en termes de militaire. Il donne la mort, c'est même supposé être un engin très efficace, mais c'est aussi celui qui, dans des circonstances extrêmement difficiles, est le seul artefact humain à pouvoir sauver des vies, hein. Et c'est un peu l'ambivalence de l'hélicoptère. Bon, l'aéronautique, c'est effectivement dual, mais c'est encore particulièrement vrai pour l'hélicoptère. Donc, un artefact, un produit très particulier dont on va d'abord étudier dans l'introduction les spécificités de l'hélicoptère. Alors, comme je viens de le dire, hein, c'est un appareil qui a des usages spécifiques, je dirais des usages de niche, là où on ne peut pas aller, là où on ne peut pas décoller par d'autres moyens, là où on ne peut pas opérer par des conditions très difficiles, eh bien l'hélicoptère peut le faire. Et c'est évidemment ces marchés de niche, hein, commerciaux, mais aussi dans l'usage militaire, hein, qui en font son succès. Mais l'hélicoptère présente des difficultés techniques spécifiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai décidé de ne pas faire de page technique, hein, simplement rappeler les fondamentaux. Un hélicoptère, qu'est-ce que c'est? C'est une voilure tournante, hein. Et vous savez tous que cette voilure tournante, cette aile tournante, eh bien, elle a les mêmes caractéristiques que celles des ailes fixes, donc, ce qu'on appelle les avions, à savoir qu'elle a un effet de portance. Alors la portance pour un hélicoptère se fait non pas par la translation, mais par la rotation. Et pendant très longtemps, on n'a pas compris pourquoi les hélicoptères, les premiers hélicoptères au début du XXe siècle, tombaient, hein. Pourquoi? Et on va comprendre effectivement comment on a pu résoudre ce problème de stabilité. On faisait tourner des ailes, une aile tournante, hein, et l'hélicoptère montait et ploum, il tombait de côté. Il y a un autre problème physique qu'on a dû résoudre, c'est l'effet de couple. L'effet de couple, évidemment, quand on fait tourner un rotor, eh bien, l'appareil a tendance à aller de l'autre côté. Donc il faut compenser l'effet du rotor, hein, l'effet de rotation du rotor autour de son axe. Et donc, il a fallu, on a trouvé, hein, différents moyens de compenser cet effet de couple. Il y a un problème aussi, des problèmes techniques spécifiques, c'est qu'il y a d'énormes vibrations dans l'hélicoptère. Ce qui fait que, en particulier pour l'aile tournante, hein, il y a des contraintes encore plus fortes que pour une aile fixe. Et donc il a fallu résoudre des problèmes de résistance des matériaux. Il y a eu énormément de problèmes. Et puis dernière chose importante, c'est la limite de vitesse, hein. La rotation du rotor fait qu'en bout de pale, on atteint assez vite le mur du son. Et donc on ne peut pas aller plus vite. Donc comment aller plus vite? En gros, la vitesse, si je ne me trompe pas, on a pu faire 400 km à l'heure. J'ai plus le record habituel. Donc comment peut-on faire pour aller au-dessus de cette vitesse qui est effectivement relativement rapide par rapport au transport terrestre, mais beaucoup moins par rapport au transport aux avions, hein. Et donc c'est aussi le quatrième problème technique qui a dû être résolu. Alors, j'en reviens aux fondamentaux, c'est des usages spécifiques et bien de niche, hein. L'hélicoptère est le seul à faire certaines tâches, mais il est très très difficile à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on va voir qu'il y a une longue préhistoire de l'industrie des hélicoptères. En simplifiant, bon, je vais grossier, bon, les frères Wright font voler leur premier prototype en 1903. À la même époque, hein, d'avion, hein, il y a des gens qui cherchent aussi à faire un vol avec décollage vertical. On voit bien que c'est beaucoup plus pratique, pas besoin de terrain d'atterrissage, il n'y a pas besoin non plus de décollage, faire un point fixe, aller, reculer, mais on ne va pas y aller, on ne va pas y arriver. Et c'est lié à ce que je viens de vous dire. On va essayer avant 1914, là, il y a des gens très connus, hein, le plus célèbre que vous connaissez tous, c'est Breguet.
Breguet va essayer de faire des hélicoptères avant 1914 et il va renoncer parce qu'il voit qu'il n'arrive pas à résoudre les problèmes justement liés à la stabilité. Il a compris comment il fallait faire, mais il n'a pas les moyens techniques à l'époque. Et on arrête de faire des hélicoptères, hein. Vous savez bien que les appareils à voilure fixe vont très très rapidement être efficaces, hein. Le grand meeting de 1909 à Reims le prouve, hein. On a déjà des performances étonnantes, on traverse la Manche, mais à l'époque, l'hélicoptère, pas du tout. Et c'est très intéressant de voir que le problème d'instabilité de l'hélicoptère va être résolu par de la Cierva. La Cierva, c'est un aristocrate espagnol. Comme vous savez, à l'époque, beaucoup d'aristocrates se lançaient dans l'aéronautique. Et lui, il a conçu un appareil, on pourrait dire, hybride. Il met un propulseur, une hélice, hein, pour la propulsion, et dessus, il met un rotor libre, sans moteur. Et quand la vitesse est assez grande, le rotor se met à tourner et il permet la sustentation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a découvert que pour que ça soit stable, eh bien, il faut une articulation d'ailes. De, les pales doivent être libres. Pourquoi? Bah, c'est facile à comprendre. C'est que la vitesse de la pale ascendante, avançante, est plus rapide que la vitesse par rapport au vent de la pale reculante. Donc elles ne peuvent pas avoir la même incidence par rapport à l'air. Donc faut les laisser tourner. Et donc c'est l'articulation des pales du rotor qui vont permettre à l'appareil de devenir stable. Alors l'autogire, effectivement, est stable, il permet de voler, mais c'est finalement comme beaucoup d'appareils hybrides, comme les hydravions par exemple, qui sont des mauvais bateaux et des mauvais avions. Bah, l'autogire, c'est pas un bon hélicoptère et c'est pas non plus un bon avion. Donc, même si l'autogire va être vendu à quelques centaines d'exemplaires, hein, dans le monde entier, ça ne va pas permettre une extension importante de ce type d'appareil qui sera pour l'essentiel, il y en a encore je crois, mais abandonné après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'industriels vont acheter les brevets de la CIRVA pour comprendre comment doivent fonctionner les rotors. Et ça va se faire dans tous les pays du monde, hein. Les gens vont acheter aux États-Unis, en Angleterre, en France et surtout en Allemagne, hein, ces autogires, ils vont comprendre comment ça marche et ça va leur permettre de faire des hélicoptères qui soient stables. Alors les premiers prototypes, hein, les prototypes français des années 30, vont permettre, en particulier à Breguet, le fameux, le fameux fabricant d'avions, qui avait abandonné, comme je vous l'ai dit, l'hélicoptère, parce qu'il n'arrivait pas à le résoudre, de revenir aux hélicoptères dans les années 30 et de faire des modèles qui vont être relativement performants. Mais à l'époque, je vous donne un titre d'exemple assez curieux, c'est que la marine française a fait un énorme sous-marin, le Surcouf, et sur cet énorme sous-marin, ils veulent mettre un hélicoptère, un Breguet. Donc ils font des spécifications incroyables. Ils veulent que l'hélicoptère vole à 250 km à l'heure, qu'il puisse rentrer dans le garage du sous-marin. Et évidemment, ça pose d'énormes problèmes, hein. Et les hélicoptères Breguet ne vont pas avoir beaucoup de succès. Vous avez parallèlement, hein, les hélicoptères allemands. Les Allemands vont être extrêmement dynamiques, hein, et on va assister à une floraison de projets qui vont être récupérés, on va en parler après, par les Alliés après la défaite des nazis. Alors, le plus célèbre, vous le connaissez, c'est Foch, l'ingénieur Foch, hein, quelqu'un d'extrêmement brillant et qui va déposséder en partie de son entreprise par les nazis. Lui, il met en place
un premier prototype qui va voler avec deux rotors côte à côte. Parce que pour contrebalancer l'effet couple, il y a ce qui a triomphé, on va en parler, mais il y a plusieurs solutions. Et il va mettre donc un hélicoptère qui va avoir deux rotors sur un aileron tournant en sens inverse, et il va faire des démonstrations en 1936, hein, je crois que c'est le Foch 61, et cet hélicoptère va avoir des descendants et ils vont être utilisés très très peu, mais un petit peu, contre les partisans, contre les maquis du Vercors. Il y a quelques hélicoptères Foch, une dizaine paraît-il, qui sont intervenus contre les maquis. Bon, pour effectivement, on dirait aujourd'hui un hélicoptère de manœuvre, débarquer des troupes à l'arrière des maquisards. Et il va y avoir d'autres choses qui vont être testées. Les Allemands vont être particulièrement inventifs. Il va y avoir même des hélicoptères avec des rotors contrarotatifs, c'est-à-dire sur le même axe, on a un rotor, contrairement à Doblov, c'est pas deux rotors, pardon, excusez-moi, c'est Doblov là, c'est deux rotors côte à côte, là c'est deux rotors l'un sur l'autre, l'un tournant dans un sens et l'autre dans l'autre. C'est un autre système qui a été repris en partie, d'ailleurs par les Russes, hein, pour les hélicoptères de la marine, parce que ça prend pas beaucoup de place. Et puis ils vont tester des hélicoptères à réaction avec des systèmes assez ingénieux qui vont être utilisés dans la marine au-dessus des sous-marins, des hélicoptères très très rudimentaires pour pouvoir permettre aux sous-marins ou même parfois des navires de surface de surveiller. Donc vous voyez, les Allemands vont faire feu de tout bois pour chercher. C'en est au prototype. Finalement, il n'y a pas, malgré les grands plans, en faire des milliers, bon, il n'y en aura jamais, hein. Les premiers qui vont faire vraiment des hélicoptères en série, c'est les Américains. Alors, les Américains, ils vont profiter des découvertes de la Cerva sur l'autogire, mais ils vont aussi, comme effectivement c'était les Allemands qui étaient en avance, ils vont essayer de copier ce que Foch faisait dans les années 30. Et vous allez avoir plusieurs inventeurs extrêmement dynamiques. Bon, le plus célèbre, vous le savez, c'est Sikorsky. Alors Sikorsky, c'est quelqu'un qui a eu un itinéraire extrêmement intéressant parce qu'il était déjà intéressé par les hélicoptères avant 1914 dans la Russie tsariste. Bon, comme ses collègues en France ou ailleurs, ben, il a dû renoncer. Mais dans les années 30, après avoir été un des ingénieurs des hydravions, eh bien, il est retourné aux hélicoptères. Et il a trouvé une formule qui va être la formule dominante, hein, pour lutter contre l'effet couple. Hein. C'est un rotor principal et derrière un rotor de queue. Sikorsky va être suivi par Bell, qui est un ingénieur un peu indépendant, qui va effectivement créer, excusez-moi, c'est un ingénieur indépendant qui va travailler pour Bell, et Bell va faire un hélicoptère monoplace, aussi avec le même système, avec une petite différence en termes de stabilisateur sur le rotor principal. Et puis vous avez un troisième courant, ça va être Piasecki, qui lui va faire un hélicoptère, et pour lutter contre l'effet couple, eh bien, il va mettre deux rotors, c'est les fameuses bananes, un hélicoptère devant et un hélicoptère derrière. Donc quand la Seconde Guerre mondiale se termine, on a déjà quelques hélicoptères qui ont été industrialisés aux États-Unis et utilisés, un petit peu en Allemagne, très très peu, mais l'industrie des hélicoptères ne va démarrer qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Et vous voyez la grande différence, hein. Il a fallu pratiquement presque 40 ans, hein, puisque les avions, ça a commencé à être industrialisé dans les années 1910 à peu près. Là, 35 ans après, environ 40 ans, on va avoir une industrie des hélicoptères qui va apparaître, hein, et
vous allez voir que cette industrie des hélicoptères, elle va connaître quelques étapes. Donc là, nous en avons terminé avec la préhistoire, hein. Il n'y a pas encore vraiment d'industrie. Elle va apparaître après 1945. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir notre pays. Alors, notre pays, il se retrouve dans les hélicoptères, comme dans l'aéronautique, mais avec, en plus, chose spécifique, on n'a jamais industrialisé d'hélicoptères. Hein, je vous ai expliqué, Breguet a fait des hélicoptères, on a fait des autogires, hein, et le pays est extrêmement affaibli, vous le savez bien, en particulier dans l'industrie aéronautique, et les moyens sont très très faibles pour faire des hélicoptères. Alors, là, le débat, il est un petit peu comme dans l'aéronautique, hein. Il y a des gens à la Libération qui disent, voilà, bah, puisque faut acheter sur étagère, voilà, les Américains font des hélicoptères, ou bien les Anglais vont en faire sous licence, on va les acheter. Il y a des gens qui ont dit ben, on va imiter, et puis d'autres qui ont dit on va innover. Alors, les trois politiques vont être menées de front, mais ce qui va triompher, c'est la politique des prototypes. Alors, la politique des prototypes, c'est intéressant parce que à l'époque, le ministre de l'Air, hein, c'est Charles Tillon, donc vous savez, c'était le chef des francs-tireurs et partisans, donc un communiste très connu, hein, qui sera éliminé par les staliniens ensuite d'ailleurs, mais qui est un homme très dynamique et qui a envie que la France se dote d'une aéronautique. Alors, il a des projets extrêmement ambitieux, je dirais trop ambitieux, mais en même temps, il a beaucoup de volonté de faire que ça redémarre, et en l'occurrence pour les hélicoptères, pas que ça redémarre, que ça démarre. Et il va y avoir plusieurs politiques qui sont menées, qu'on appelait la politique des prototypes. Alors, première chose importante, c'est que les Français, comme les Soviétiques, comme les Américains, comme les Anglais, cherchent à s'approprier la technologie des Allemands, qui sont les plus avancés, on l'a vu. Et donc, il y a le service technique de l'aéronautique qui envoie un colonel Gary, qui va à la pêche en Allemagne, sans doute dans les zones occupées par les Français, pour récupérer des plans, des feuilles de calcul et surtout, évidemment, du personnel qui a travaillé dans les hélicoptères. Et Gary va convaincre Foch, le professeur Foch, hein, de venir en France. Et à partir de là, il y en a aussi d'autres qui vont venir. Donc on va s'inspirer de ce qu'ont fait les Allemands, mais aussi de ce qu'on a fait avant-guerre. Et comme on ne sait pas trop, finalement, c'est pas du tout stabilisé le paradigme des hélicoptères. Je vous ai dit, Sikorsky pardon, a fait un premier hélicoptère, c'est le R4, hein, et Bell va aussi faire un hélicoptère, le Bell 47, hein, après Sikorsky SS-51, et puis la banane, mais en même temps on ne sait pas trop comment faire des hélicoptères. Et les Français vont décider un peu de chercher partout, finalement tester toutes les techniques. Et ces techniques, eh bien, elles sont nombreuses, on cherche tout, hein. On prend le plus classique, donc on essaie de faire comme Sikorsky, on essaie de mettre comme avait fait Foch, mettre deux rotors côte à côte, on fait des rotors coaxiaux, hein, deux rotors l'un sur l'autre, etc. Même des rotors à réaction, en reprenant des techniques allemandes. Et puis évidemment, il y a énormément d'échecs. Je passe sur ces échecs, mais évidemment, à un moment donné, on n'a pas beaucoup d'argent. Et donc, on commence à se dire, dans les milieux politiques, mais aussi chez les militaires, ça ne sert à rien, il faut mieux s'arrêter. On va acheter des hélicoptères américains, des hélicoptères anglais, fabriqués sous licence. Et ce qui va se passer, c'est que, heureusement, la SNKSE, donc il y avait 5 bureaux d'études, hein, qui essayaient. Les 3 autres vont disparaître. Mais il y a tout de même, à force de volonté, 3 bureaux d'études qui vont arriver à faire
en 53, c'est les premiers prototypes, hein. Ça n'est pas encore vraiment des produits qu'on va industrialiser, c'est en 56 qui vont l'être, qui commencent à marcher. Alors ça sauve un peu les bureaux d'études, hein. Il n'y a pas d'industrie à l'époque. Imaginez-vous, c'est quelques dizaines de personnes, hein, qui travaillent jour et nuit, avec pas toujours le soutien de leurs supérieurs, hein, qui leur disent si ça ne marche pas, on ferme le bureau d'études et on vous envoie travailler sur les appareils à aile fixe. Et heureusement, la SN Caso, donc vous le savez, c'est une société, la Société nationale du Sud-Ouest. Elle produit un tout petit appareil qui est inspiré de technologies allemandes avec une turbine qui fait tourner par réaction un rotor. Ça fait énormément de bruit, ça consomme énormément de carburant, mais ça marche, hein. C'est tout petit. Et là, j'ai fait une erreur sur mon slide. C'est pas la SN Caso, c'est la SN Caso Sud-Est, donc Marseille, hein, Marignane, qui va, elle, faire un premier hélicoptère qui est l'Alouette 1. Alors l'Alouette 1, bien sûr, vous pensez à l'Alouette 2, qui est très connue, mais l'Alouette 1, qu'est-ce que c'est? Je vais y aller très grossièrement, hein. Les spécialistes pourront critiquer. C'est un genre de Bell 47, donc vous verrez les photos après, hein, ou les dessins. C'est-à-dire un appareil avec 3-4 places, hein, à peu près, avec une verrière en plexiglas, un rotor principal, puis un petit rotor de queue, puis tout en treillis métallique. Et cet appareil marche relativement bien, mais évidemment, cet appareil, même si techniquement c'est une réussite relative, bon, il est au niveau un petit peu inférieur du Bell 47. Le Bell 47, c'est l'hélicoptère léger qui se vend partout. Un Sikorsky qui fait des avions, des hélicoptères plus gros, et Piasecki aussi. Donc c'est l'hélicoptère léger dominant, le Bell 47. Il va s'en vendre des milliers d'exemplaires. Et les services techniques de l'État comprennent bien que jamais, jamais cet appareil pourra percer, même pour les utilisateurs français, hein, parce que on n'a pas dans la courbe d'expérience, on n'est pas avancé par rapport à Bell qui en a déjà fabriqué et vendu beaucoup. Donc à la fois dans la fabrication, dans l'entretien, on est très loin du compte, et puis le coût aussi. Et alors, il y a une idée très très importante, une innovation de rupture géniale, ça va être de faire en sorte que les turbines, les petites turbines qui étaient fabriquées près de Tarbes, hein, près de Tarbes, donc les turbomécas, eh bien, il y a des gens qui vont avoir l'idée dans les services officiels de dire mais il faut mettre une turbine sur l'hélicoptère. Et c'est très important parce que les hélicoptères américains de l'époque qui dominent le marché sont des hélicoptères avec des moteurs à piston. Donc avec un rendement qui est faible en termes d'efficacité. On voit bien d'ailleurs dans des opérations en altitude, par temps humide, il fonctionne mal. Or, la puissance de la turbine par rapport à son poids est infiniment meilleure. Alors on dirait pourquoi les Américains n'ont pas utilisé, n'ont pas eu l'idée d'acheter ces turbines, ou bien eux-mêmes d'en fabriquer, puis d'en mettre sur leurs hélicoptères. Bah, c'est une règle assez générale en économie. C'est quand des entreprises sont en position dominante, qui maîtrisent bien une technologie, ils n'ont pas envie de prendre des risques, par technique, et puis aussi des dépenses, des risques financiers, en faisant une innovation de rupture. Et donc ce qui va se passer, c'est que l'Alouette 2 va être le premier hélicoptère au monde qui est à turbine, et donc qui bénéficie d'une puissance et d'une fiabilité infiniment supérieures aux hélicoptères qui ont des moteurs à piston. Et ça, c'est essentiel. Donc à partir surtout 1956, parce que le jean ne va pas aller très loin, eh bien l'Alouette 1, l'Alouette 2 plutôt, hein, qui est un genre d'Alouette 1 sur lequel on a mis une turbine, va être un succès extrêmement important et va assurer
les débuts de l'industrie des hélicoptères. Bon, les hélicoptères étant fabriqués en partie à La Courneuve, en mode Paris, ou bien à Marignane, dans la banlieue de Marseille. Mais évidemment, il ne suffit pas de faire un hélicoptère, il faut en faire plusieurs. Alors là, je vous ai mis des petits schémas. Là, j'ai retrouvé ça dans des documents, de vieux documents euh, de, d'Airbus aujourd'hui, mais donc c'est les entreprises qui l'ont précédé. Alors vous voyez sur la gauche ce que c'est qu'un autogire, c'est sud-est autogire, donc ça veut dire que effectivement la SNKZE avait essayé de faire des autogires, hein, et ça lui a permis de maîtriser bien la technique du rotor avec l'articulation des pales. Et puis là, vous voyez, vous avez des tas de prototypes, hein. Ça marche plus ou moins bien. Alors là, vous avez la famille d'avions à action jusqu'au Jean, et vous avez surtout en deuxième ligne l'Alouette 1, donc qui va fonctionner relativement bien, mais qui est évidemment de piètre performance. Et enfin, l'Alouette 2 avec l'Artouze. Bah, tout ce que c'est que l'Artouze, c'est une turbine fabriquée par Turbomeca, hein. Et vous avez en dessous un hélicoptère qui est issu des recherches de Foch, hein, donc Foch qui travaillait pour la SNKZE. Alors, là, je vais passer à quelque chose d'important, c'est voir que dans les années 50, voilà, on commence à industrialiser les hélicoptères. Vous avez les Américains qui font des hélicoptères déjà de grosse taille, hein, on en verra d'autres là dans les schémas, hein, des hélicoptères comme le S-54, qui sont fabriqués d'ailleurs en partie sous licence en France, S-51, S-58, voilà. Et puis les bananes, là, dont je vous ai parlé, les hélicoptères donc avec un rotor à l'avant et un rotor derrière. Et puis, vous avez évidemment les Anglais qui en font, on verra, essentiellement sous licence. Et puis de l'autre côté, vous avez évidemment l'Union soviétique. Donc vous avez les Français qui font l'hélicoptère, les Américains pour faire simple, et les Anglais dans le monde occidental. Alors, je reviens à un truc que j'ai connu dans mon enfance, mais la plupart des auditeurs n'ont pas connu. C'est quand j'étais gamin, on avait dans les années 50 des tas de dessins. Qu'est-ce que serait la ville de l'an 2000? L'an 2000, à l'époque, c'était science-fiction, hein, dans les années 60. Et il y avait dans tous les livres, dans toutes les revues pour enfants, des dessins où on voyait des gens qui se déplaçaient avec leurs petits hélicoptères. C'était supposé être le moyen de transport de l'avenir individuel. Alors, c'était complètement utopique, hein. Ça, c'était vraiment du domaine du rêve, hein. Par contre, il y a eu une autre chose qui est arrivée, là qui n'était pas du tout du domaine du rêve, qui était l'objet d'étude. C'est comme les hélicoptères devenaient de plus en plus gros, puissants, fiables, il y a une utopie qu'on peut appeler utopie ex post, hein, parce qu'il y a eu des études au niveau mondial. Le IATA fait des conférences mondiales sur ces questions, hein, en rassemblant les différentes entreprises industrielles, les entreprises de transport aérien, les politiques, les militaires, et ça a été le fait que l'hélicoptère, c'était un moyen de transport en commun. Et c'est une chose qui est bien oubliée aujourd'hui, hein. Alors, aux États-Unis, essentiellement urbain, je vais vous montrer, et en France et en Europe, interurbain surtout, vu la taille des continents, urbains aux États-Unis, vu l'espace, et interurbain pour notre vieux continent. Alors, regardez, c'est intéressant là. Et on a des photos de l'époque, mais j'ai préféré vous montrer le réseau. Vous voyez, j'ai trouvé ça dans une revue très sérieuse, hein, de 1956. Donc dans le milieu des années 50, hein, jusqu'au début des années 60, voilà, on pense que les transports interurbains, urbains, pardon, pourraient être assurés
pour les transports en commun par les hélicoptères. Il y a des réseaux avec des lignes principales. On voit les trois grands aéroports de l'agglomération new-yorkaise. Hein. New York International, c'est l'aéroport Kennedy. LaGuardia, c'est l'aéroport historique. Hein. Et puis Newark, là, dans le New Jersey. Et donc tous ces aéroports, cette immense métropole, étant reliés par des hélicoptères de transport en commun, mais aussi des hélicoptères de transport en commun qui transportent les passagers dans la ville, dans le centre-ville, à Manhattan, entre autres. Et vous voyez, c'est issu d'études, vous voyez, New York Airways. Donc ça, c'est une compagnie américaine et donc il y a des gens qui vont mettre des capitaux pour effectivement développer ces lignes. Alors, ce qui est intéressant, je vous ai dit en France. Alors, en France, c'est remarquable. Je ne croyais pas mes yeux quand j'ai vu ça. C'est le ministère des Transports qui publie. Alors, c'est vraiment les illustrations de l'époque. Hein, un projet de réseau national. Et vous voyez que la ville centrale, le hub, on dirait aujourd'hui, ben c'est Lyon. Hein, Lyon-Bron, hein, puisque Satolas n'existait pas, Saint-Exupéry n'existait pas. Donc, de l'aéroport de Lyon rayonnent toutes les lignes qui, et vous le voyez, ne passent pas par Paris. Parce que dans cette idée de transport en commun par hélicoptère en France, eh bien, il y a l'idée qu'il faut lutter contre le fait que les liaisons traversales entre grandes villes de province ne sont pas assurées. Et donc, vous avez cette idée que c'est pas à Paris qu'il doit y avoir ce hub, mais à Lyon. Et dans ce souci de rééquilibrage, l'hélicoptère jouerait un rôle important. Vous avez sur la gauche, hein, là c'est moins visuel, j'aurais pu aussi trouver des cartes prochaines. Ce qui est très intéressant, c'est les villes européennes, des villes européennes qui sont reliées par hélicoptère. Et on montre le temps de transport qui est évidemment beaucoup moins grand que par train ou même par avion, hein, pour les villes qui sont reliées par avion. Et l'idée de relier les villes de l'Europe occidentale par hélicoptère est très intéressant. Le hub, si on peut dire, le hub européen, c'est Bruxelles. Et d'ailleurs, il y a eu un commencement de liaison, je me souviens, entre Issy-les-Moulineaux, donc l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, et l'héliport de Bruxelles. Et là, il ne s'agit pas d'une utopie complètement dénuée de fondement. Hein. On a l'idée que c'est le moyen de transport de l'avenir. Ça a l'avantage par rapport au train de l'époque, hein, d'être plus rapide, de compléter les liaisons qui n'existent pas, c'est le cas de la France, et puis aussi d'aller dans les centres-villes, vous en doutez bien, par rapport aux aéroports. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'après coup, vous savez, c'est souvent le cas dans toutes les techniques, hein, et je vois pour Concorde, hein, c'était évident que ça ne marcherait pas. Oui, maintenant on peut le dire. Pourquoi ça n'a pas marché? La 380, c'est la même chose. Alors, pour les hélicoptères, pourquoi ça n'a pas marché? Alors, c'est très intéressant de comprendre qu'on ne savait pas certaines choses. C'est-à-dire, je vous ai parlé qu'un des problèmes, c'était le problème des matériaux pour les hélicoptères. On n'avait pas compris au début que, du fait des vibrations extrêmement importantes des hélicoptères, les pales d'hélicoptères, très rapidement avaient des fissures et donc rendaient l'appareil très dangereux. Donc par précaution, qu'est-ce qu'on avait décidé, donc on s'en est aperçu, c'est de changer, parce qu'il y avait eu des accidents, très très souvent les hélicoptères, donc ça coûtait très très cher. Donc pas, on avait sous-estimé le coût d'exploitation des hélicoptères en termes d'entretien. Ça coûtait très très cher, très fragile comme machine. Et puis enfin, une chose qui peut nous paraître bizarre aujourd'hui, la question du bruit. On a parlé pour Concorde, hein, extrêmement bruyant. Ben, à l'époque, le fait de faire atterrir en plein centre-ville des hélicoptères, ça semblait pas poser problème pour les décideurs. Et vous vous rendez compte que même le trafic à Issy-les-Moulineaux, avec des hélicoptères beaucoup moins bruyants, on a fait d'énormes progrès en baisse de décibels, hein,
ces hélicoptères de l'époque étaient extrêmement bruyants. Bon, puis il y a une dernière chose, c'est que fabriquer des hélicoptères rentables d'un point de vue économique, c'était des gros hélicoptères. Il fallait faire des hélicoptères de 40-50 places. Et à l'époque, on va en parler, on ne maîtrisait pas bien, on ne savait pas faire des moteurs assez puissants, même avec les turbines, pour pouvoir faire des très gros hélicoptères comme on en fait aujourd'hui. Donc voilà une série de raisons, hein, mais il ne faut pas ricaner en se disant voilà, ils étaient fous. Non. En fonction des techniques de l'époque, de ce qu'on savait, des projets aussi d'aménagement du territoire, aussi de relations entre les différents pays européens, il y avait un certain fondement. Bon, il y a eu des lignes qui ont fonctionné un certain temps parce que dans les pays d'archipel, effectivement, l'hélicoptère est très très utile hein, par rapport aux bateaux, aux avions, où il n'y a pas beaucoup de terrain d'atterrissage. Donc, ça a été des projets qui ont finalement ont disparu à peu près à la fin des années 60, alors que beaucoup, parmi les décideurs politiques hein, et la haute administration, y avaient cru. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, on va se focaliser un petit peu sur notre industrie, c'est de voir que on va avoir une série de réussites pour l'industrie française. On va créer des familles. Alors, l'Alouette 2 va donner un appareil un peu plus gros, l'Alouette 3, et ça va être une très très grande suite. L'Alouette 3, il en vole peut-être encore un petit peu. C'est un merveilleux appareil qui a servi énormément dans le secours en montagne en partie. Il y a des gens qui ont leur vie sauvée grâce à ça. Hein. Pour les SAMU aussi, hein. Sauvetage en mer. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est voir le super frelon. Les Français veulent créer une gamme. Hein. Ils ont un hélicoptère léger qui marche bien, un Alouette 3 qui est un petit peu plus gros. Ils veulent faire un très gros hein, pour concurrencer les Américains. Alors, c'est très intéressant, c'est qu'ils savent faire des hélicoptères légers, très très bons, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Le passage au l'hélicoptère très lourd, parce que le super frelon, c'est un hélicoptère, je crois qu'il peut tirer 5 tonnes, un tri turbine. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On fait un frelon là. Je vous montrerai peut-être une photo. Et ça marche pas. On est obligé de demander piteusement l'aide à Sikorsky qui méprise un peu les Français, hein, comme Boeing faisait d'Airbus, et qui va permettre aux Français de rattraper leur coup. Donc on fait un superbe hélicoptère grâce aux Américains, le super frelon. Mais je vous l'ai dit, cet hélicoptère, on pensait qu'il était à la fois un hélicoptère pour l'armée, pour la marine, mais qu'il pouvait être aussi un hélicoptère commercial. Or, comme je vous l'ai dit, les lignes commerciales vont être vite abandonnées. Donc ça va être un échec technique puis commercial, mais les Français vont beaucoup apprendre parce que à partir de l'expérience Super Frelon, ils peuvent faire des hélicoptères lourds. Une deuxième génération, donc ça c'est début des années 60, milieu des années 60, après la guerre d'Algérie, on fait un petit peu le bilan de l'utilisation des hélicoptères et on va faire des hélicoptères militaires, le Puma, hein, il en reste encore dans l'armée française. Hein. Des Pumas, c'est un hélicoptère de manœuvre, donc c'est pour déposer, je crois, environ 20 soldats. Hein. Et puis la Gazelle, elle, qui est un hélicoptère d'attaque, comme une alouette, bon, mais sur laquelle on va mettre des canons, des fusées, hein, qui va servir à ce qu'on appelle l'aviation légère de l'armée de terre, qui est une composante aéro de l'armée de terre, hein, spécifique. Il y aura aussi des gazelles dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, mais c'est surtout l'armée de terre qui va utiliser, qui va mettre en place des doctrines d'emploi très sophistiquées qui vont être copiées par d'autres armées. Alors ça, c'est des avions militaires. Et puis une troisième génération, à partir des années 70, j'en ai oublié un d'ailleurs, on va faire des hélicoptères pour les marchés civils. On s'aperçoit qu'il y a un besoin énorme d'appareils civils. En particulier, pourquoi? Parce qu'à partir des années 70, il y a 73 le premier chèque pétrolier, il y a un besoin de recherche offshore, donc il faut ravitailler les plateformes, et là on a besoin d'hélicoptères légers, des hélicoptères lourds, hein, comme le Super Puma, il y a aussi un hélicoptère Dauphin. Donc ce profil
un nouveau marché, un marché civil qui n'est pas le marché du transfert commercial, mais le marché des hélicoptères dédiés à l'industrie, à l'exploitation minière. Et là, il va y s'en vendre énormément, non seulement en France, mais dans le monde entier. Alors là, je vous montre un petit peu la généalogie là, des hélicoptères français. Vous les voyez, hein, les uns se succédant aux autres, les Alouettes 3, les Frelons, les Super Frelons. Voilà. En voilà un Frelon. C'est un hélicoptère qui volait très mal. On a dû rallonger la queue, redessiner tout grâce aux Américains. Vous avez aussi bon, les hélicoptères Super Puma en bas, et puis je crois une Gazelle. Et puis on va en parler. Là vous avez la gamme en bas de tous les hélicoptères dans les milieu des années 60 qui étaient produits en France. Voilà encore d'autres hélicoptères. Là ça va être encore une nouvelle génération. Et vous voyez qu'il y a une véritable politique de gamme, hein. On veut couvrir toute la gamme, sauf, sauf à l'extrémité, 90% à peu près du marché, civil et militaire, sauf les très petits hélicoptères, parce que ça ne rapporte pas, on laisse ça des industriels marginaux, ou bien les très gros de transport, bon, on laisse ça aux Américains et aux Russes. Hein. Donc, et les Français ne produiront pas de très gros hélicoptères de transport, des 20 tonnes, ou les Russes sont encore, soviétiques font encore des plus gros, je crois 40 tonnes hein, pour les plus gros hélicoptères charge utile. Bon, là, voilà encore, ben, on voit là des hélicoptères avec toutes leurs configurations, en particulier les énormes hélicoptères soviétiques, là, et puis les hélicoptères américains, hein, de tout type. Là encore, là vous avez d'énormes hélicoptères soviétiques et américains que les Français ne font pas. Vous voyez que dans cette description, on peut voir qu'il y a, reprendre ce qu'on vient de faire, une première génération d'hélicoptères. Voilà, c'est des appareils à moteur piston. Les Français ne font que des prototypes. Hein. Ensuite, vous avez la deuxième génération, c'est avec la turbine, et c'est l'Alouette 2, l'Alouette 3, etc. Et puis, on a la troisième génération avec tous les hélicoptères dont je viens de vous parler, en particulier pour l'utilisation pour le marché civil. Et on va parler un petit peu de la dualité civile-militaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'industrie française, vous vous en êtes aperçu, elle commence à percer grâce essentiellement à une politique extrêmement intelligente d'innovation de rupture grâce à la turbine, et puis aussi de l'élargissement de la gamme. Mais les moyens sont limités. Et il va y avoir deux coopérations. Une coopération franco-anglaise, qui va débuter dans les années 60, hein, avec l'idée que les armées, parce que c'est une coopération à la fois industrielle et militaire, les deux armées ont des besoins semblables. Et ça va être les programmes Puma, Gazelle, avec la maîtrise d'œuvre française, et puis Lynx, la maîtrise d'œuvre anglaise. Alors, l'entreprise française, c'est Sud Aviation, l'entreprise anglaise, c'est Westland. Alors, Westland avait fabriqué des hélicoptères, essentiellement des hélicoptères sous licence américaine, Sikorsky, et essayant de les améliorer. Cette coopération va être extrêmement fructueuse pour les Français. Ça va permettre de fabriquer et de vendre énormément de Puma et énormément de Gazelle. Bon, mais par contre, la coopération va être beaucoup moins bénéfique pour les Anglais parce que le programme dont ils sont maîtres d'œuvre, le Lynx, hein, les Français étant eux sous-traitants, si on peut dire, eh bien ça va moins bien fonctionner. Et donc les Anglais vont se sentir floués et ils vont abandonner cette coopération qui était à leur désavantage parce qu'elle a permis finalement aux Français de prendre une ampleur, l'industrie française, de prendre une ampleur qu'elle n'avait pas grâce au marché et aux moyens financiers. Alors pour la coopération franco-allemande, c'est très différent parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être une coopération
beaucoup plus modeste. À l'époque, dans les années 60, l'industrie allemande est renaissante, hein, l'aéronautique allemande est renaissante, et vous avez uniquement des prototypes. Et ce qui est important, c'est que les Allemands ont fait des recherches sur un domaine essentiel. Je vous ai parlé des matériaux. Il faut résoudre le problème de la fragilité des pales métalliques. Et ils fabriquent les premières pales en composite. Et ça va être une coopération extrêmement importante pour les Français et qui va bien fonctionner. Ce qui explique sans doute pourquoi, à partir des années 80, quand on va essayer de mettre des programmes en coopération, il y a une confiance entre les Français et les Allemands qui va s'instaurer et en 1992 est créée une société commune, Eurocopter. Alors l'essentiel de la technologie et des salariés est française, mais on peut dire que les Allemands ont de l'argent. Donc le rapport de force n'est pas le même. Mais c'est une société qui va être intégrée. C'est-à-dire que très très vite, moi j'ai travaillé beaucoup sur Eurocopter, ils vont avoir des méthodes pour que peu à peu, il y ait des équipes mixtes franco-allemandes qui travaillent de manière extrêmement soudée. Et on peut dire quelque part qu'Eurocopter, c'est la première société européenne aéronautique. Et quelque part, Airbus, hein, quand on a créé ADS, hein, et ensuite on a créé Airbus pour l'aviation, peu à peu, eh bien, c'est Eurocopter qui a été la première entreprise, hein, de vraiment intégrer franco-allemande, et ensuite qui s'est élargie à d'autres pays, en particulier l'Espagne. Alors, Eurocopter est leader mondial dans le civil, mais pas dans le militaire, tout simplement parce que les commandes américaines sont beaucoup, commandes domestiques sont beaucoup plus fortes. Les Eurocopters est parfois arrivé à placer des avions, des hélicoptères de liaison légers, mais pas d'hélicoptères de combat. Alors, il y a une autre chose très importante, c'est les programmes militaires Tigre et NH-90. Alors, Tigre, c'est franco-allemand à l'origine, avant qu'Eurocopter existe. Et l'idée, c'est qu'il y a une menace soviétique dans les années 80. On craint que les chars soviétiques beaucoup plus nombreux débordent les défenses françaises, européennes, donc françaises et allemandes, l'Allemagne étant en première ligne. Et il faut, pour lutter contre ces chars, des hélicoptères anti-chars. Et ça va être le Tigre qui va être construit. Hein. C'est un hélicoptère de combat qui n'est pas dual, parce qu'il y a beaucoup d'hélicoptères qui ont des versions civiles et militaires, mais quand vous regardez un Tigre, c'est impossible de faire du tourisme ou de l'évacuation sanitaire. Hein. C'est extrêmement étroit, hein, puisque les deux membres de l'équipage sont l'un derrière l'autre. Et puis le NH90, donc c'est une coopération là qui va être plus large, hein, puisqu'il va y avoir les Français, les Allemands, les Hollandais, les Italiens, si je ne me trompe pas, ça a été élargi. Et donc là, il s'agit d'un hélicoptère de manœuvre, un hélicoptère donc capable de transporter des troupes, une vingtaine à peu près de militaires équipés. Et donc ça va être la deuxième coopération dans laquelle Eurocopter va s'insérer avec un autre constructeur majeur. Westland va être absorbé par les Italiens. Hein, ça va donner la société Leonardo qui est loin derrière Eurocopter, mais qui fait des appareils de très 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 bonne qualité. Alors, on va terminer sur les perspectives et les controverses. Alors, c'est quoi les innovations à attendre? Alors, il y a des innovations, je dirais incrémentales, progressives. Le problème, c'est de consommer moins. Ça, c'est d'énormes efforts dans le domaine des moteurs. Hein. Donc Turbomeca, qui appartient au groupe Safran, fait d'énormes progrès. Mais vous avez aussi, très important, le problème du pilotage, piloter un avion, et puis de voir. Le problème de l'hélicoptère, c'est tout de même qu'il est dans des milieux hostiles, j'ai dit, entre terre et ciel. Et quand il est près de la terre, c'est très dangereux. Donc il y a des tas d'innovations pour que le pilotage soit plus facile. Il y a le problème des matériaux. Maintenant, on fait des hélicoptères qui sont entièrement en composite, hein, puisque les vibrations sur l'hélicoptère sont particulièrement
importante. Et donc, vous avez effectivement toutes ces innovations. Il y a des gens qui ont dit, voilà, mais... ah oui, j'oubliais, le bruit. Hein. Encore une fois, il y a la pression sociale, faire moins de bruit. Et ça, on a fait d'énormes progrès en changeant la forme des pales. On l'a fait Vortex, si je ne me trompe pas, Vortex, pour que les pales d'hélicoptères fassent beaucoup moins de bruit. Elles en font encore beaucoup, mais infiniment moins qu'il y a 20 et encore plus 40-50 ans quand on avait ce projet de transport en commun. Alors il y a une autre innovation qui a été mise en place, c'est, je vous ai dit, limite technique de l'hélicoptère, c'est aussi la vitesse. Alors des gens qui ont dit, ben voilà, il faut faire en sorte qu'on ait une propulsion de sustentation avec le rotor, quand il s'élève ou il descend, mais quand il est en translation, hein, quand il vole au-dessus du sol, ben, il faut une hélice. On n'a plus le rotor, soit il bascule, soit il ne sert plus à rien, on le neutralise, et puis il y a une autre hélice. Bon, pour le moment, bon, les Américains ont fait ça, hein, avec le fameux Osprey. Il y a aussi un civil, c'est Leonardo qui le développe, c'est Bell qui en était, je crois, à l'initiative. Mais honnêtement, ça coûte très très cher, on maîtrise très mal. Encore une fois, c'est un avion et un hélicoptère. Donc, c'est ni un bon hélicoptère, ni un bon avion. Pour le moment, ça n'a pas débouché sur grand-chose. Les Américains ont perdu énormément d'argent et eu énormément d'accidents pour mettre au point ce Osprey. Il est trop trop cher pour beaucoup d'armées et dans le civil, ce n'est pas utilisé. Alors, quel marché civil? Quel marché civil? Ben, là, on peut dire que la crise ukrainienne rebat les cartes pour l'extraction offshore pétrolière, puisqu'on va être sans doute obligé de refaire des recherches. Hein. Et pour les endroits qui sont très 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 éloignés, souvent, ben, ça n'est que l'hélicoptère qui peut le porter. Donc on peut penser qu'il va y avoir un rebond des hélicoptères civils dans ce type de marché. Les marchés militaires, bah oui, il y a une tension géopolitique qui fait que les hélicoptères vont sans doute apparaître. Alors, une petite chose, c'est qu'il y a eu une utopie militaire. À un moment, on a cru qu'on pouvait gagner la guerre grâce aux hélicoptères. Les Américains n'ont pas connu de Dien Phu, de défaite, grâce aux hélicoptères, mais ils n'ont pas pu gagner la guerre grâce aux hélicoptères. Les Soviétiques, ça ne leur a pas empêché de perdre ces guerres. Ils n'ont pas dit bien de fou, mais c'est ça. Ça a permis d'éviter les catastrophes. Mais l'hélicoptère, on le voit bien, hein, n'est pas l'arme absolue, c'est une utopie hein, auquel on a cru. Moi, j'ai un peu partagé à un moment donné, hein, avec tout ce qui était dit à l'époque, mais non. L'hélicoptère joue un rôle militaire important, mais n'est pas l'arme absolue que l'on pensait. Alors, je vais terminer sur dire que ce qui est très important de voir que dans l'histoire de cette industrie, il y a des compétences de production, des compétences commerciales, des compétences d'organisation qui ont permis à Airbus Hélicoptère aujourd'hui, mais aussi Leonardo quelque part, de devenir des acteurs majeurs. Et il y a eu des apprentissages très longs, parce que l'hélicoptère c'est très compliqué, hein, techniquement. Des apprentissages effectivement de conception, des bureaux d'études, mais des apprentissages par la fabrication, on a mieux fabriqué, les apprentissages par l'usage, hein, on a utilisé, on a fait des bilans d'expérience nombreux pour les utilisations civiles et militaires, des apprentissages aussi par les concurrents, ben, on a copié, vous avez vu, on a pris ce qu'il y avait chez l'ennemi, on a espionné évidemment, et enfin, j'insiste le plus, les apprentissages par les échecs. Hein. Si ça a marché, l'industrie des hélicoptères, c'est que derrière, il y avait les États qui ont soutenu cette technologie très compliquée. Si ça avait été uniquement l'horizon financier, jamais on n'aurait pu faire ces apprentissages. Les échecs ont été extrêmement nombreux en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie et en Union soviétique aussi. Voilà, j'ai terminé.